Bonjour, dans cette séance vidéo, on va voir ensemble un rapide tutoriel sur la prise en main du logiciel de conception de circuits imprimés Eagle de la société Cadsoft. Donc il s'agit d'un logiciel de conception assisté par ordinateur, classé parmi les EDA, c'est-à-dire Electronic Design Automation. Il est destiné à la conception de PCB. Il permet entre autres la réalisation de diagrammes schématiques, c'est-à-dire les schémas de principe des circuits imprimés qu'on désire réaliser, en se basant sur les composants contenus dans une bibliothèque très riche et très complète, avec en plus un éditeur de composants que vous pouvez utiliser pour créer vos propres composants en cas de besoin. Et il permet aussi bien sûr le routage de vos circuits imprimés. Donc il se décline en deux versions, une version payante et une version libre, donc largement suffisante pour la réalisation de vos projets universitaires. La version limitée libre inclut un abonnement en Fusion 360 pour usage personnel. Donc c'est un outil qui permet entre autres de donner une image animée 3D de vos circuits imprimés. Il y a aussi la possibilité de réaliser et d'interconnecter au maximum 2 feuilles schématiques entre elles. Et le circuit imprimé ne dépasse pas 2 faces avec une dimension max de 8 x 10 cm, ce qui est largement suffisant pour les PFE. Maintenant pour le téléchargement, il se fait sur le site officiel de Cadsoft, dont le lien est donné dans la description de cette vidéo. Donc il y a une version Windows, Linux et Mac. Alors la configuration requise pour par exemple la dernière version de Windows, c'est un Windows 7 minimum et 64 bits. Et ça c'est un petit problème parce que sur le site on ne trouve pas une version 32 bits de Eagle. Donc pour les étudiants qui ont un PC un petit peu ancien, 32 bits, donc je laisse dans la description de la vidéo un lien vers une version Eagle 32 bits. Il est un peu ancienne, version 7, mais elle offre les mêmes possibilités que la nouvelle version. C'est uniquement l'interface qui change un peu. Alors du point de vue carte graphique, il faut une résolution minimum de 1024 x 768 et il est préférable d'utiliser une souris 3 boutons à la place du pavé tactile d'un PC portable. Voilà, donc on va essayer de commencer le téléchargement puis l'installation de Eagle. Voilà, le lien nous emmène dans le site officiel d'Autodesk, la partie Free Download. Donc on rappelle ici les limites de la version Free, Open, et on a les 3 versions, celle de Windows, Mac et Linux. J'ai déjà essayé Linux avec Ubuntu, ça marche très bien. Alors nous on va se concentrer sur Windows, donc on clique ici pour télécharger le fichier. Donc je l'ai déjà fait, donc il est déjà enregistré. Donc une fois téléchargé, on démarre l'installation de Eagle. Donc il prend pas beaucoup de temps, donc à peu près 1 minute mais pas. Donc je spécifie le chemin. Je lui demande, pas de problème, de créer un raccourci sur le bureau. Et après, je lance l'installation. À la fin de l'installation, il me demande de lancer Eagle, bien sûr. Donc, ce que je fais. Donc, on voit bien ici le raccourci Eagle qui a été créé. Alors voilà, donc pourquoi je voulais faire cette procédure d'installation, parce que parmi les nouveautés, c'est qu'il demande une partie d'authentification, donc je suis moi déjà authentifié. Il demande de créer un compte qui sera validé. S'il est déjà créé, on s'authentifie ici avec. Sinon, on demande la création du compte qu'on valide.
Donc puisque j'ai déjà mon compte, donc je vais m'authentifier avec. Je ne sais pas exactement cette sécurité ou cette authentification, quelle est son utilité. Donc une fois authentifié, pour valider votre compte, on vous envoie un code de sécurité sur votre numéro de téléphone. Parfois ça ne marche pas, le service de messagerie n'est pas valide, alors on choisit ici utiliser une autre méthode. D'accord? Et on va vous envoyer le code sur votre mail au lieu de votre téléphone. Donc si le code arrive sur le téléphone, pas de problème. Sinon, vous choisissez cette option, donc envoyez le code sur mon adresse mail. Voilà, donc je vais consulter mon adresse mail et je vais essayer de récupérer le code 6 chiffres qu'ils m'ont envoyé. Et c'est une procédure qui doit être renouvelée chaque 30 jours. Donc j'ai récupéré mon code que je vais saisir et je valide ma connexion. Donc voilà l'interface d'Eagle, donc la version free. Donc on a ici le dossier qui contient les projets, si c'est vide, les exemples. Donc le projet il est dans le dossier mes documents. Donc si on le recherche, donc dans mes documents, il crée un dossier Eagle, et dans ce dossier Eagle, il y a un dossier project. Donc c'est là, si vous voulez bien sûr enregistrer vos projets ici, vous le faites, sinon vous créez votre propre chemin. Donc il y a aussi une partie qui est très importante, c'est la partie librairie. Donc là, donc il y a le manager de librairie PCP. Donc là, il y a toutes les librairies qui vont être incluses avec Eagle et avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc il faut s'assurer au départ que la LED ici elle est en vert, c'est-à-dire validée, parce que parfois, donc elle se retrouve ici, quand je clique dessus, elle devient grise. Parfois il y a un petit bug qui apparaît au niveau d'Eagle et qui désactive toutes les librairies. C'est-à-dire quand je démarre les schémas et je commence à réaliser ces schémas, je me retrouve avec, j'ai l'impression que j'ai plus de librairie. Il suffit de revenir ici dans la partie library de l'interface, voilà, library, et d'activer toutes les librairies, ce qui est fait. Donc maintenant on va essayer de commencer un projet. Donc là, file, donc new, donc ici je vais commencer un schéma. Donc il m'offre le droit d'ouvrir un schéma, board, c'est-à-dire un circuit imprimé, une librairie, design block, donc il y a plusieurs possibilités. Moi-même, j'ai pas découvert toutes les possibilités offertes par Eagle, donc on va avoir uniquement les parties concernant la conception des circuits imprimés. Et la première étape, c'est créer un schéma. Donc schématique, c'est un fichier avec l'extension SCH. Donc clique dessus. Il y a ici notre interface nous permettant la saisie des schémas. Voilà. Alors, je vais essayer de l'arranger. Donc voilà. Donc et on peut commencer notre exemple maintenant. L'exemple qu'on va utiliser pour la prise en main du logiciel de conception de circuit imprimé Eagle est un circuit à base de microcontrôleurs. Donc c'est le microcontrôleur 16F84 par exemple. Donc il y aura son circuit d'horloge à base d'un quartz et de condensateur, un petit circuit de remise à zéro à base d'un bouton poussoir et d'une résistance, un petit bloc d'alimentation qui prévoit l'alimentation de notre carte via un connecteur type jack. On peut brancher une alimentation 12 ou 9 volts par exemple. C'est pour ça qu'on doit ajouter un régulateur pour fournir les 5 volts. Et comme petite application, une LED via une résistance.
Donc, la première chose à maîtriser avant de commencer le circuit imprimé, ce sont les dimensions des composants. Alors, pour les dimensions des composants, il y a des composants standardisés comme les circuits intégrés. Par exemple, le PIC 16F84. Bon, ça, je l'ai connu. Donc, on va le rechercher dans la bibliothèque d'Eagle et on va l'apporter. La même chose pour les régulateurs. La même chose pour les diodes. Une fois on connaît la référence de la diode, on la recherche dans la bibliothèque de Eagle et il va nous donner le composant correspondant à cette référence. Par contre, il y a certains composants comme les condensateurs, les boutons poussoirs et d'autres qui ont besoin de maîtriser, on a besoin de maîtriser les dimensions du composant avant de commencer le circuit imprimé. Par exemple, pour le connecteur type jack, celui-là, donc, il a des dimensions qui sont normalisées. Donc, il suffit de le rechercher dans la bibliothèque et il va nous amener le composant correspondant à ce connecteur en respectant les dimensions. Par contre, pour les condensateurs, si on prend l'exemple du condensateur C3, c'est un condensateur chimique par exemple. Voilà le condensateur que je vais utiliser. Donc, je dois l'avoir sous la main. Comme ça, je pourrai savoir ses dimensions. Et surtout, la grille. Pour Eagle, c'est quoi la grille? Ça veut dire la distance qu'il y a entre les pattes. Ici, c'est un condensateur qui aura à peu près 6 ou 7 mm de diamètre. Et la grille, ce sera une grille de 5 mm. C'est-à-dire la distance entre les pins, ce sera de 5 mm. Donc comme ça, une fois les dimensions maîtrisées, je pourrai rechercher dans la bibliothèque des condensateurs le composant qui sera adapté. La même chose pour C1, C2, là, ce sont des condensateurs non chimiques, ce sont des condensateurs atentales, des condensateurs atentales, donc de 27 picofarads. Ils auront cette forme, donc ça veut dire la base, elle est rectangulaire. Là, c'est 7,5 sur 2,5. Donc 7,5 sur 2,5. Et la grille, c'est-à-dire la dimension ou la distance entre les pins, elle est de 5 mm. Donc, autre composant important à maîtriser du point de vue dimension, c'est les boutons poussoirs. Donc voilà l'exemple. Ça, c'est le bouton poussoir que je vais utiliser, par exemple, que j'ai sous la main. Et je dois rechercher une bibliothèque me permettant d'avoir ces dimensions. La même chose pour le quartz. Donc ici Q1. Généralement, le quartz, c'est normalisé. Et à la fin, les diodes, ou plus spécifiquement les LED. Donc ici pour LED 1, on distingue deux types de dimensions, les LED 3 mm et les LED à 5 mm. Dans notre projet, on va par exemple utiliser une LED à 5 mm. Donc une fois les dimensions maîtrisées de tous mes composants, je peux maintenant commencer la conception de mon circuit imprimé. Donc voilà, donc j'ouvre mon logiciel. Et comme j'ai dit, donc on va commencer par un nouveau schématique que je vais sauvegarder dans le dossier project par défaut de Eagle User Project. Donc j'ouvre mon schéma. Voilà. Donc une fois le schéma ouvert, ce que je conseille, c'est que on doit effectuer la sauvegarde au fur et à mesure de la saisie du schéma. Comme ça, dans certains PC, il se peut que l'application se ferme brusquement. Comme ça, je ne perds pas mes données. Donc là, je sauvegarde dès maintenant, save. Donc il me donne le Project Eagle. Donc je vais nouveau dossier que je vais appeler par exemple tutoriel. Et dans ce dossier, je vais créer mon schéma. Par exemple, TP1. Voilà. Donc les sauvegarder. Donc la première chose qu'on va essayer d'utiliser ici, c'est les frames. Ça veut dire qu'on va essayer d'ajouter une nomenclature. C'est comme en dessin, une nomenclature format A4 et on va dessiner notre schéma à l'intérieur de cette nomenclature. Comme ça, quand on imprimera notre schéma, il s'imprimera avec la nomenclature. Donc là, pour les frames, donc, et pour tout autre composant, à chaque fois qu'on veut ajouter un composant dans le schéma, on ajoute cette icône ici, c'est Added Part. Donc on clique dessus. Donc on attend un petit peu. Voilà, on a accès à la bibliothèque des composants d'Eagle.
Donc voilà, connecteur, donc vraiment il est très riche. Alors il y a une petite remarque à faire. Alors parfois, avec une mauvaise manœuvre, il se peut que quand on ouvre la bibliothèque, ça veut dire le bouton Added, il ne donne pas accès aux bibliothèques. Donc on a ici cette fenêtre, elle est vide. On ne retrouve aucune bibliothèque. Donc là, il ne faut pas paniquer. Il faut revenir tout simplement. Donc je reviens à l'interface de départ, Eagle. Il est ici dans la partie Library en haut. Et je clique sur Managed Library. Eagle PCB. Et là, on retrouve toutes les bibliothèques qu'on a vues. Alors, vous remarquez ici, c'est cette LED verte. Alors, si toutes les LED sont vertes, ça veut dire c'est OK. Maintenant, parfois, ça arrive, il se peut que les bibliothèques soient désactivées comme ça. Donc, ça veut dire au lieu d'avoir des LED vertes, on a du gris. Alors là, quand on aura ce cas, automatiquement, quand on voudra ajouter des composants, il n'y aura pas de bibliothèques qui seront visibles. Donc, il faut s'assurer que toutes les bibliothèques sont actives. Comme ça, on les retrouvera au niveau de l'ajout des composants. Donc voilà, donc je reviens à mon schéma. Donc, added. Alors là, je vais commencer par, comme je dis, frame, c'est-à-dire voilà, frame, je fais le F. Alors, parmi les points négatifs de Eagle, c'est la recherche. Il n'a pas un moteur de recherche qui est vraiment performant, pour la simple raison que pour faire une recherche, il faut vraiment saisir la référence exacte du composant, lettre par lettre. Alors s'il y a une lettre manquante ou une lettre différente, il ne va rien donner dans la recherche. Donc c'est pour ça qu'on préfère rechercher directement au niveau des noms des bibliothèques, sans utiliser ce moteur de recherche. Donc les frames, donc là les frames, on a les formats A3 par exemple, et les formats A4. Et pour les formats A4, on a ceux avec cartouche en haut ici. On va agrandir un peu. Voilà, cartouche en haut. Il y a ceux avec le cartouche en bas par exemple, comme ça. Il y a ça, c'est format portrait. Il y a le format paysage. Par exemple, je vais choisir un format paysage pour moi, par exemple. Celui-là. A4, format A4 paysage. OK. Et j'apporte mon frame ici. D'accord. Alors là, je peux cliquer sur cette icône, donc il va me donner tout. Il va adapter l'affichage au contenu que j'ai à l'intérieur. Comme je peux zoomer. Donc ici, je vais zoomer un peu. Et là, on peut normaliser la cartouche de notre frame. Donc là, on va, par exemple, ici c'est TP1, on peut changer ce TP1. Par exemple, on va supprimer ça. Donc pour supprimer, je choisis ici Delete. Je viens à cette zone de texte et je clique sur le plus ici. Et je supprime. D'accord, par exemple. Et je clique ici sur Added. Sur texte, je m'excuse. Voilà, texte. Alors là, vous remarquerez qu'ici en haut, il y a net, ça veut dire il y a plusieurs couches. Il y a la couche net, ça veut dire tout ce qui est liaison. Il y a la couche module. Il y a la couche symbole. La couche symbole, c'est la couleur qu'on a ici, un peu ressemblant au rouge. Dans cette couche symbole, elle correspondra aux composants, à frame, tous les composants qu'on va ajouter seront dans cette couche. C'est-à-dire si je veux écrire du texte au niveau du cartouche de mon frame, je dois être au niveau du calque layer, le calque symbole. Donc je suis dans le calque symbole ici, et là,
je peux cliquer sur texte et saisir mon texte. Par exemple, carte à pic, par exemple. Entrée. Et là, j'apporte ici. Je peux augmenter la taille, par exemple, l'écriture. Voilà. Et l'adapter à ce que je veux. Carte à pic, par exemple. Je peux ici indiquer la date, je peux indiquer le nom, donc je normalise, par exemple. Logiquement, carte à pic, on doit la mettre ici comme titre. Donc, cartouche, c'est pas à son endroit, donc on va la mettre ici. Carte à pic. Et là, on peut, par exemple, dans cette partie, indiquer la date, le projet, le nom du projet, ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le frame. C'est un choix personnel, on peut le mettre comme on peut pas le mettre, c'est question d'organisation du projet. Maintenant je commence vraiment le circuit qui m'intéresse, donc on va ajouter en premier lieu le microcontrôleur. Donc j'ai déjà recherché les bibliothèques, donc je vais associer, vous trouverez en liste jointe, c'est-à-dire dans la description de la vidéo, vous trouverez un fichier PDF qui contiendra le circuit, le schéma de principe, les bibliothèques que j'ai utilisées, ainsi que les fichiers PDF des circuits imprimés qu'on aura retrouvés à la fin. Donc voilà, donc c'est la société Microchip, donc la bibliothèque Microchip. Voilà. Et dans Microchip, je recherche le composant 16F, je pense 84, oui, le composant 16F 84. Donc, je viens de brancher ma souris 3 boutons parce que c'est plus pratique que le pavé, comme j'ai dit, que le pavé d'un PC portable. Donc 16F 8 étoiles, puis 16F 84. Donc voilà. Donc ça c'est c'est-à-dire le symbole de mon microcontrôleur, et ça c'est son empreinte au niveau du circuit imprimé. Donc voilà, c'est exactement mon circuit. Donc je l'ajoute ici. Je vais zoomer un peu. Voilà. Alors là j'utilise la roue au niveau le mollet au niveau de la souris. Ça permet de zoomer et ça permet de dézoomer. Voilà, je clique encore une fois pour rajouter le reste des composants. Donc je commence par le connecteur type jack. C'est dans la bibliothèque connecteur C jack. Voilà. Et le DCJ0, voilà, ça c'est le symbole et ça c'est des dimensions au niveau du circuit imprimé. Alors ce connecteur, il a besoin d'une diode de protection, donc le 1N4004. Alors quand on a la référence de la diode, c'est très pratique, hein, la référence d'un composant. Donc la diode, puis on choisit sa référence tout simplement. Il va me donner le symbole ainsi que l'empreinte au niveau du circuit imprimé. Donc voilà ma diode. Le régulateur, c'est un régulateur 78 positif, qui ont des boîtiers normalisés. C'est dans la V régulateur. Là voilà. On va utiliser, il y a plusieurs types de boîtiers. Le boîtier que j'ai sous la main, par exemple, c'est celui-là, avec ici la partie radiateur, si je veux ajouter un radiateur. Ok, voilà mon régulateur. Alors j'ajoute mon condensateur C3 qui était un condensateur chimique, si vous vous rappelez bien. C'était un condensateur chimique. Donc, alors les condensateurs, les résistances et les bobines, c'est dans la bibliothèque RCL. RCL. Alors dans cette bibliothèque, il y a les condensateurs. Alors CEU et CUS, c'est la même chose, les mêmes composants. La différence, c'est le symbole. Les Européens, c'est le symbole européen. Et pour US, la même bibliothèque, mais avec un symbole américain. Donc ça veut dire, du point de vue dimension, il n'y a pas de changement, ce sont les mêmes composants. Mais la différence, c'est au niveau de C et C polarisé. C'est-à-dire C sont les condensateurs qui ne sont pas polarisés, et C polarisé, c'est pour les condensateurs polarisés, les bobines, les résistances. Alors on va commencer par le condensateur. Notre condensateur, il est polarisé. Et si vous vous rappelez bien, les dimensions, c'était un condensateur. Donc voilà,
Je commence à chercher mon condensateur. Voilà. Il avait cette forme-là, mais était... alors, voilà. Si vous remarquez bien, ici, voilà. Voilà. Donc le condensateur, qu'est-ce qu'on donne ici? Grade et diamètre. Ça veut dire la grille, ça veut dire la distance qu'il y a entre les pattes ici. Elle est de 1,8 mm. Le diamètre est de 4 mm. Le nôtre, c'est un condensateur chimique, d'accord, polarisé. Mais la grille, il est de 5 mm. Donc je recherche. Voilà. Ça, c'est grille de 2,54 jusqu'à ce que j'obtienne une grille de 5 mm. Voilà. Mais j'avais dit un diamètre d'à peu près 8,5 à 7. Donc voilà, celui-là. Diamètre de 8,5 et une grille de 5 mm. Donc ça, c'est mon condensateur C3. Donc c'est pour ça que je vous dis que les dimensions sont importantes à ce niveau-là. Donc il faut avoir des composants sous la main, surtout les condensateurs, les boutons poussoirs, les composants qui ne sont pas référencés par des... comme les diodes, comme les transistors, comme les circuits intégrés. Donc cela, on n'aura pas de problème parce qu'on aura la bibliothèque correspondant aux composants. Donc ok, j'ajoute ce composant. Maintenant, on va ajouter les deux autres condensateurs. Ils ne sont pas polarisés, donc je vais les retrouver dans la bibliothèque CEU. Donc ici, avec plusieurs dimensions. Nous, on avait, je pense, celui-là. Ouais. 7,5 x 2,5. Voilà. 7,5 x 2,5 avec une grille de 5 mm. Ok. J'apporte 2. Le quartz qui va avec. Donc, c'est dans la bibliothèque spéciale. Donc, c'est avec l'expérience qu'on arrive à maîtriser un peu les différentes bibliothèques. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler avec, donc je vais directement vers la bibliothèque. Donc, dans la bibliothèque spéciale, donc voilà mon quartz Xtal. Soit ce brochage, soit ce brochage. Donc, moi, je vais préférer ce brochage qui correspond au mien. Ok. Donc, il nous reste le circuit de remise à zéro avec un bouton poussoir et une résistance. Donc, je vais ajouter d'abord le bouton poussoir. Alors, j'ai recherché avant le bouton poussoir qui correspond à ma dimension. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque Switch. C'est un switch Omron. Donc, switch Omron. Voilà. Le 10XX. Voilà, c'est exactement le bouton, les dimensions du bouton poussoir que j'ai sous la main. Ok. Alors maintenant, il me reste deux résistances et une LED. Donc je commence par la LED. Vous vous rappelez qu'on a voulu une LED de 5 mm. Donc la bibliothèque LED, il est là. LED. Et on recherche LED de 5 mm. Voilà, LED. Il y a la LED de 5 mm et la LED de 3 mm. Ils ont l'air identiques, mais non. Ça, c'est 3 mm pour 3 mm et 5 mm, c'est 5 mm. Ok, je choisis celle-là. Je la mets ici. Et il me reste les deux résistances. Alors, les deux résistances, je reviens à la bibliothèque RCL. Ma bibliothèque RCL. Je mets R. Donc, dans la bibliothèque RCL, je recherche les résistances. Là aussi, pour les résistances européennes, c'est ce symbole. Les résistances américaines, c'est ce symbole. Mais les dimensions sont identiques. Donc là, je choisis avec l'expérience, je préfère des résistances avec une grille de 12 mm. Plutôt qu'une grille de 10 mm. Donc, c'est une grille qui sera utilisable aussi bien pour les résistances 1/4 de watt ou 1/2 watt. Donc, je ne me complique pas à rechercher les dimensions. Le 12 mm, il est adapté aux résistances qu'on a l'habitude d'utiliser. Ok. Donc, ma première résistance, elle est là. Alors, regardez un petit truc. Donc, pendant que je déplace le composant, je peux le faire tourner en cliquant sur le bouton droit de la souris. Voilà. Une fois j'ai le sens, je peux le confirmer. D'accord. Voilà. Donc maintenant, j'ai apporté tous mes composants. Je vais essayer d'un petit peu apporter ici
Voilà. Mon horloge ici, par exemple. Voilà. Alors là, j'ai un conseil à donner. Ce conseil-là, autre petit truc. Si on veut déplacer un composant, on doit positionner la souris sur le petit symbole en petit plus. Par exemple, le microcontrôleur, si je clique ici, rien n'arrive. Vous voyez, il y a une erreur. Par contre, si je veux le déplacer, je dois cliquer exactement sur le symbole plus ici. Voilà, il se déplace. Donc chaque composant a un symbole plus de référence. Celui-là pour la LED, la résistance, le bouton poussoir, ainsi de suite. Donc, une fois les dimensions, une fois les composants ajoutés, donc la prochaine étape c'est de relier ces composants entre eux. Alors pour les relier, je donne un conseil aux étudiants, c'est puisqu'on a une alimentation par exemple qui sera fournie par cette alimentation va alimenter le bouton poussoir, elle va alimenter le microcontrôleur, ce sera en même temps la masse de cette résistance. Donc on va ajouter des broches d'alimentation, des références d'alimentation. Ces références d'alimentation seront utiles. J'explique. Donc il y a la bibliothèque supply. Dans la bibliothèque supply, voilà, on nous donne des références de différentes potentiels. Par exemple, ici, je vais apporter la 5 volts, ici 5 volts. Je vais mettre ici 5 volts au niveau de la sortie de mon régulateur, par exemple. Je vais mettre 5 volts ici pour mon microcontrôleur et 5 volts pour mon bouton poussoir. Donc 5, 5, 5. La même chose, je vais apporter la masse, GND. Je vais apporter la masse de mon alimentation. Je vais la mettre ici. La masse pour la résistance de la LED. Et la masse pour les boutons poussoirs et l'horloge. En même temps que pour... Alors pourquoi ce choix-là? Ça permettra d'éviter d'avoir des fils partout. C'est-à-dire ici, quand je commencerai à relier les composants, j'aurai ici par exemple... Donc j'aurai ici les 5 volts qui va sortir d'ici. Et je vais la brancher avec... Donc plus haut, avec microcontrôleur. Puis je dois l'emmener vers la résistance. La même chose pour la masse. Je dois la brancher ici, puis l'amener vers les condensateurs, donc j'aurai des fils partout. Avec ces potentiels, entre guillemets, ces références-là, les choses seront plus faciles. Alors voilà, là on commence. Alors pour relier les composants, on utilise ici l'icône net. Net, donc on clique sur l'icône net, et on commence à tracer. Alors je vais zoomer un petit peu, pour vous montrer un truc. Alors, dès que j'approche la souris, il y a un petit cercle qui apparaît. Donc, dès que le cercle apparaît, je clique dessus. Alors, quand je veux changer de direction, je clique. Et je reclique quand le cercle apparaît au niveau du composant destination. Et voilà. C'est ça le principe. Par exemple, ici, je clique pour changer de sens, de direction, je m'excuse. Et quand j'arrive au condensateur, il y a le petit cercle qui a... Si je clique ici, la relation est incomplète. Je dois cliquer quand le cercle apparaît au niveau du condensateur. Et voilà. Et c'est comme ça voilà. Ça. Alors là, automatiquement, il y a un nœud qui va être ajouté, ainsi de suite. Je clique. Et je continue. Donc, je continue à réaliser mon circuit imprimé. Là, je branche avec 5 volts. Et là, je pense avec ça. Parfois, il me demande de valider la connexion avec un nœud. Voilà, donc maintenant, cette alimentation fournit 5 volts et la masse. Alors, à chaque fois qu'il y aura l'équipotentiel 5 volts, c'est-à-dire ils seront reliés au niveau du circuit imprimé. Ici, quand je relie ce VDD à l'équipotentiel supply 5 volts, c'est comme si j'ai relié le VDD avec la sortie du régulateur. La même chose, quand je relie R1 à 5 volts, c'est comme si je reliais R1 à la sortie du régulateur. Donc ça donne des schémas qui sont pas chargés, qui sont faciles à lire.
Maintenant, l'oscillateur. Voilà. Je continue avec le même principe. Donc je relie mes condensateurs avec la masse. Là aussi, c'est comme si je les ai reliés avec l'équipotentiel du régulateur. Je prends mon bouton poussoir et je le relie. Maintenant, je prends la remise à 0 et je dois la relier à la sortie du bouton poussoir. Qu'est-ce qui va me rester? C'est la commande de la LED. Donc, je commande ma LED et à travers la masse. Voilà. Alors je peux faire un petit test final, par exemple. Ce petit test final, ça concerne par exemple, est-ce que je peux bouger les composants? Voilà, voilà. Je m'assure qu'ils sont bien liés. C'est surtout conseillé pour les diodes. Voilà, ma diode elle est bien liée. On a un bouton poussoir. Et c'est pas obligatoire. Si vous respectez ce que j'ai expliqué, donc c'est pas obligatoire de vérifier. Voilà. Donc on a terminé notre circuit imprimé. Je m'excuse, c'est pas le circuit imprimé, c'est le schéma de principe. Alors il y a un dernier point auquel je voudrais faire référence, c'est un outil. Donc ici, donc j'ai commencé cet outil, il apparaît parfois au premier démarrage. Donc on peut l'afficher dans le menu View, ici Inspector. Alors il arrive ici à côté. Donc c'est un inspecteur d'objets, ça permet d'indiquer les caractéristiques de tous les objets qu'on a insérés au niveau du schéma. Donc on s'assure qu'il y a ici la sélection, groupe. Je clique par exemple sur ma résistance, voilà. Alors là, dans le côté inspecteur, il y a toutes les informations qui concernent ma résistance. Le name, c'est-à-dire son nom, sa position dans le schéma. Si je descends en bas, sa valeur, par exemple ici j'ai pas indiqué de valeur, je peux l'ajouter. Par exemple, je peux mettre 10 kg. 10 kg. Voilà. Donc la valeur a été ajoutée. Le condensateur, donc voilà. Par exemple pour le switch, là aussi le name S1, je peux changer S1 avec BP, bouton poussoir par exemple, dans le name. Par exemple, le régulateur ici, donc le name c'est IC2, je peux changer ça avec, ou je peux pas carrément dans la valeur mettre 78 LS05 par exemple, pour indiquer le type du régulateur. Pour le condensateur, là aussi, je clique dessus, il donne, donc, je m'excuse, le name, je peux changer le name, comme je peux changer la valeur, par exemple, c'est 10 microfarads, 10 microfarads, par exemple 25 volts, voilà, ainsi de suite. Donc, l'avantage de l'inspecteur, c'est qu'il montre toutes les caractéristiques et tous les paramètres et toutes les propriétés des différents composants et différents objets. Alors, toutes les caractéristiques ou toutes ces propriétés, surtout la propriété name et value, on les retrouve ici au niveau des icônes. Donc là, donc il y a le symbole avec le R2 ici. Quand je clique dessus, voilà, je peux venir sur n'importe quel composant, je clique sur le composant et il me donne le name. Et je peux changer le name directement. Je clique sur microcontrôleur IC1. Donc pour le name, c'est ici, c'est le R2, le symbole du R2 qui est là. Maintenant pour la value, c'est le symbole 10 kg qui est à côté de R2 ici. R2 c'est name et 10 kg c'est value. Donc quand je clique dessus, et je viens ici cliquer sur par exemple cette résistance, donc on a la valeur qui apparaît, on peut la changer. Ok. Par exemple, je viens ici au niveau de la résistance R2 et je saisis le 120 ohms par exemple. Okay.
Donc là, c'est l'icône value, c'est l'icône où il est affiché 10 kg, et l'icône name, le choix du name, c'est au niveau du symbole R2. Il y a bien sûr ici, donc ça c'est, comme j'ai dit, le name, et ça c'est la value si on veut changer la valeur. On peut aussi supprimer un composant qu'on a ajouté par erreur, par exemple, avec l'icône delete. Donc on clique sur le composant, il est automatiquement supprimé. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qu'on peut dire comme rapide présentation de l'outil ou de la réalisation des schémas. Donc une fois le schéma réalisé, donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc de passer au niveau du circuit imprimé. Et pour réaliser le circuit imprimé correspondant à ce schéma, on clique sur cette icône. Donc ça permet de générer le board, c'est-à-dire le circuit imprimé correspondant au schéma. Donc je clique dessus, mais avant ça je sauvegarde. Donc je clique dessus, il me dit voilà, the board does not exist, create from schematic. Oui, je veux le créer à partir du schéma. Donc voilà, donc là c'est la deuxième interface, donc celle correspondant au circuit imprimé. Donc il a un petit peu changé au niveau des icônes et des choix qu'on peut faire. Donc là l'idée elle est simple, c'est-à-dire on nous donne les composants, mais c'est à nous de les disposer sur le circuit imprimé. Sachant que les dimensions qu'il propose, j'avais dit le maximum c'est 8 cm ici sur 10 cm, avec un circuit imprimé double face. Donc voilà, donc je vais essayer de disposer mes composants au niveau du circuit imprimé. Je clique sur Move ici, et je dispose mes composants. Alors, la règle qu'il faut respecter pour faciliter la génération de circuit imprimé, c'est-à-dire la génération automatique, c'est, je reviens ici au schéma, donc c'est essayer de regrouper les composants en fonction du schéma. Par exemple, le condensateur C2 et C3, je vais les mettre à côté du quartz Q1. R1, je vais le mettre à côté du bouton poussoir, et ainsi de suite. La même chose pour l'alimentation, la diode, condensateur, régulateur et connecteur jack. Donc je reviens. Donc voilà, j'apporte mon connecteur jack, je m'assure qu'il move. Puisque c'est un connecteur, il doit être branché du côté extérieur pour pouvoir brancher notre transfo. Le régulateur lui aussi ici, par exemple, je le mets à côté. Comme ça par exemple. Mon condensateur à côté et ma diode de protection. Après je vais revenir à la disposition. Mon quartz, donc là le quartz, vous remarquez que le quartz, donc il est à côté de ces deux branches, donc je le mets à côté. Les deux condensateurs reliés au quartz, donc celui-là je vais le mettre de ce côté-là, par exemple, et l'autre je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, pour remarquer, tant qu'on bouge le composant, pour le faire tourner, donc on clique sur le bouton droit de la souris. Ça c'est préférable, ça c'est déconseillé. Pourquoi c'est déconseillé? Parce qu'on voit qu'il y a un croisement au niveau des fils. Par contre ça c'est conseillé. Donc après le bouton poussoir, voilà, donc je vais pas le mettre ici, je vais le mettre de l'autre côté pour l'approcher de la broche du circuit intégré avec sa résistance. Je pense celle-là, oui. Et enfin la LED. La LED je vais la mettre ici qui était ma charge. Voilà, avec sa résistance. Bien sûr, je dois optimiser mon circuit imprimé. Le régulateur, je mets le côté aluminium du côté extérieur, dans le cas où j'aurais à brancher un radiateur. Voilà, j'ai plus ou moins optimisé mon circuit imprimé. Là, il y a un petit bouton que j'aime beaucoup, c'est RADSNet. C'est ce bouton-là, RADSNet, voilà.
Quand je clique dessus, voilà, c'est RatsNet. Quand je clique dessus, ça permet d'optimiser les relations, voilà. Ça permet d'optimiser les liaisons des composants entre eux. Et là, j'ai clairement regardé la diode. Je vais optimiser d'abord le circuit imprimé pour zoomer. Donc la plaquette, je vais les dimensions de la plaquette, l'arranger en fonction de... Donc un bon circuit imprimé, il faut aussi maîtriser les composants. Il faut aussi éviter d'avoir de l'espace vide. Par exemple, si j'ai le temps, je peux optimiser cet espace. Et là, c'est uniquement une présentation, donc je vais zoomer. Voilà, donc ça, c'est mieux zoomer. Alors regardez, par exemple, ici, vous voyez bien que la LED ici, la diode, je m'excuse de protection, voilà. Donc le meilleur endroit pour la brancher, c'est ici, à mettre. Pourquoi? Parce que ça évitera à ce fil-là de faire une grande trajectoire. Je le mets ici, un petit peu comme ça. Je peux même interchanger, voilà. Le régulateur, je le mets en haut, côté aluminium vers l'extérieur. Voilà. J'ai optimisé cette petite partie-là. Je clique encore une fois sur RatsNet. Voilà. Voilà. Donc, je redimensionne encore une fois ma carte. D'accord. Donc maintenant, je peux lui demander de me rechercher uniquement directement, automatiquement, le circuit imprimé correspondant. Donc il est ici autorouteur, c'est un outil qui est très utile dans Eagle. Donc je clique sur autorouteur. Alors là, dans la fenêtre qui apparaît, donc on aura le choix entre voilà, les deux faces, top, c'est-à-dire le côté composant, bottom, le côté cuivre. Alors, par exemple, moi, la carte que j'ai sous la main, elle n'est pas double face, elle est simple face, vu que le circuit imprimé il est facile, pas beaucoup de composants. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, par exemple, je m'excuse, ce côté-là, il paraît que j'ai mal cette résistance. Par exemple, je peux mieux la brancher. Je clique dessus. Voilà. Vous voyez, elle est de l'autre côté. Donc, je vais la mettre comme ça ici, comme ça. Voilà. Je m'excuse, en train de chercher, et ça m'est apparu qu'il y a un petit problème. C'est pas un petit problème, mais le bouton poussoir, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est mieux. Je m'excuse. Donc je reviens donc autorouteur. Donc là, il vous donne automatiquement côté composant, côté cuivre. Comme j'ai dit, la carte que je peux laisser comme ça. Si je laisse comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, l'effort, low ou high pour rechercher le meilleur chemin. Continuer et je clique sur start. Je démarre. Couleur sur le circuit imprimé. Donc 100%. Il est tout fini, 100%. Un job. Il y a deux couleurs. Alors, le rouge, c'est le côté top, ici. C'est-à-dire, ces liaisons seront tracées au côté composant. Et le bleu, c'est bottom. Ça veut dire, ce sont les liaisons qui passeront côté cuivre. On sait qu'un circuit imprimé, le côté où il y a les composants, et le côté cuivre où on va effectuer la soudure de ces composants et tout ça. Donc, si vous avez une plaquette double face, pas de problème. Donc, ce circuit imprimé reste valable. Mais par exemple, moi, j'ai pas une plaquette double face, j'ai une plaquette simple face. Donc, c'est-à-dire uniquement le circuit imprimé peut passer uniquement du côté cuivre. Donc, je vais lui demander de refaire ce circuit imprimé, mais cette fois, en passant uniquement les liaisons du côté cuivre. Donc, bottom, ça veut dire. Donc, pour annuler ce que je viens de faire, je clique sur ce bouton-là, Repub, puis sur Go. Donc, il va repub tous les signaux. Donc, je reviens à l'origine de mon circuit. Je clique encore une fois sur autorouteur et je bloque le côté top. Je lui dis donc de ne pas tracer du côté composant. Je peux même choisir la direction des fils. Mais là, je mets automatiquement. Il va choisir automatiquement horizontal, vertical pour la direction des liaisons. Donc je clique sur continuer
et je clique sur Start. Alors vous remarquerez, il va automatiquement proposer uniquement la couleur bleue, c'est-à-dire la couleur côté cuivre. Voilà, un job. Donc voilà, donc mon circuit imprimé, il est prêt. Donc, si je prévois de faire de la sous-traitance, ça veut dire par exemple de sous-traiter le circuit imprimé ainsi que le soudage chez un professionnel, je peux le laisser comme il est. Mais si je le prévois de le faire moi-même comme un amateur, par exemple dans un labo ou avec un fer à souder, dans un projet de fin d'études et tout ça, donc là, il faut un petit peu optimiser le résultat qu'on a ici pour ne pas avoir des difficultés au niveau de la réalisation pratique. Alors j'explique. Alors les problèmes qu'on a, c'est au niveau par exemple ici, vous remarquez qu'il y a des liaisons qui sont très proches des pattes des circuits intégrés. Là aussi, il y a des liaisons qui passent très proches des pattes du bouton poussoir. Ça veut dire, une fois que tu voudras souder ton bouton poussoir ou ton circuit imprimé, la soudure que tu effectueras ici, à ce niveau-là, elle risque de court-circuiter les liaisons qui est là. Donc ça veut dire c'est un peu risqué. La même chose ici. Donc c'est très risqué de faire passer cette liaison à côté de cette patte du condensateur. Alors c'est pour ça qu'on va essayer d'améliorer le rendu final proposé par Eagle. Alors pour que les liaisons soient claires, je vais essayer de supprimer les calques où il y a les composants, leurs valeurs, leur nom et tout ça. Alors pour conserver uniquement les calques qui contiennent les pins et les liaisons. Alors pour ça, je vais vers ici, Layer Setting. Et là, je hide. Layer, donc je vais, vous voyez le résultat, il n'y a aucun calque, parce que ce sont des calques qui sont superposés l'un sur l'autre. Et je lui dis, voilà, je veux conserver le bottom. Voilà, il me donne les liaisons. Les paths, c'est-à-dire les pins. Les unrouted, en cas où il y a des fils qui ne sont pas routés, là, on a fait le routage à 100%. Et les dimensions de la carte. Je conserve uniquement ça. Je supprime place. Place, c'est l'endroit des composants, je supprime ça. L'origine, c'est-à-dire les symboles en plus. Je supprime le name. Je supprime les values. Donc tout ça, je les supprime. Je conserve uniquement bottom, paths et via. Oh. Et je valide. OK. En bas. Maintenant, je commence par zoomer pour voir les petits problèmes qu'il y a. Voilà. Donc là, c'est un problème. Alors, c'est simple. On déplace. Donc, move. On clique sur move et on commence à un petit peu aérer un petit peu notre. Voilà. Donc là, c'est bien aéré. Là aussi, je vais essayer. Donc ça, c'est bien. Alors là, par exemple, regardez cette relation. Il relie. Voilà. Il relie ce pin-là à ce pin à travers ces deux pins. C'est risqué. Moi, j'aurais préféré passer par l'extérieur. Alors, ça veut dire je peux le faire manuellement. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'IPAP, mais là je ne vais pas vers Go. Je clique uniquement sur la relation que je veux refaire. Je veux refaire cette relation. Je clique après sur Route. Je m'assure que je suis ici dans Layer Bottom et je commence à créer ma propre route. Voilà. En essayant d'aérer au maximum. Voilà. Après, j'enlève ça. Et après, je relie celui-là de l'extérieur. Par exemple, comme ça. Donc voilà, donc je viens d'aérer cette partie. Donc la même chose pour cette liaison-là, je vais essayer d'aérer en mouvement, en déplacement. Voilà. Alors là aussi c'est risqué, je vais essayer d'aérer. Alors là je vais essayer de faire passer. Donc là c'est, je vais annuler ce que je viens de faire, CTRL Z. Alors ce qui est important, en faisant ces modifications, il ne faut pas court-circuiter les liaisons. Ça veut dire, exemple, je ne peux pas faire comme ça. Là, j'ai court-circuité cette patte-là.
Je peux pas faire comme ça. C'est-à-dire, ton aéré, il faut respecter le circuit imprimé pour ne pas avoir des court-circuits. Voilà, je fais passer par l'extérieur. Et voilà. Je viens d'éviter ce petit passage. Alors, je monte vers le haut et je continue à optimiser mon circuit imprimé. N'oubliez pas, donc c'est pas une obligation, c'est uniquement pour prévoir. Donc, si vous prévoyez de réaliser votre circuit imprimé manuellement, là, c'est une étape qui est importante et qui va s'avérer utile. Donc là, ça se complique. Je ne me complique pas la vie. Je vais le refaire manuellement, tout simplement. Voilà. Route. Je commence par là. Et je commence par là. Voilà. Il me reste à aérer cette petite partie-là. Donc là aussi, ça se complique. Pas de problème. Croyez-moi, donc cette étape-là peut s'avérer très très utile une fois on passe à la partie soudure. Si on ne la fait pas, donc si on prévoit bien sûr de faire la soudure nous-mêmes, si on ne fait pas cette étape, donc vraiment on va risquer d'avoir de grandes difficultés au niveau de alors, autre petit problème. Remarquez ici, quand je déplace cette liaison, le pas est un petit peu énorme. Alors, je peux diminuer ce pas pour avoir une plus grande flexibilité. Donc, je viens ici dans la grille. Il y a une grille qui est invisible. Je peux la rendre visible, mais ça dérange. Au lieu de 50 mm ou inch, parfois c'est en inch, je clique sur 25, par exemple. Je choisis 25, la moitié. Regardez, quand je vais déplacer, voilà, c'est plus flexible. J'ai une plus grande flexibilité. Voilà, donc je viens d'optimiser, donc il me reste cette petite liaison. Mon circuit imprimé. Autre optimisation possible, c'est la largeur des liaisons. Là aussi, si je fais de la sous-traitance, pas de problème, je ne me complique pas la vie. Mais si je prévois de réaliser ça dans un labo amateur au niveau de mon école ou des trucs comme ça, donc là aussi, il faut un petit peu augmenter la largeur des liaisons. Alors là, on va vers width change, et dans change, on choisit width. Et de 6, on passe par exemple à 10 par exemple. Voilà. On commence à un petit peu élargir. 10, même 10, dans ce cas, ça paraît un petit peu trop petit. Pas sur 16, par exemple. Voilà, par exemple 16. Là aussi, j'ai dit, quand je prévois de réaliser moi-même mon circuit imprimé, pour éviter des surprises, j'augmente un petit peu la largeur de ces liaisons. Alors, quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Par exemple, si j'ai des liaisons entre les circuits imprimés, je m'excuse, entre les circuits intégrés, ça sera pas possible. Donc, à ce moment-là, je laisse la largeur qui est proposée. Voilà. Et j'ai terminé mon circuit imprimé. Donc maintenant, il reste un petit peu à ajouter une touche personnelle. On peut l'ajouter. Donc, cette touche personnelle, par exemple, on peut donner un nom, imprimer un nom sur ce circuit imprimé. Par exemple, ici dans cet espace, je peux imprimer un nom. Je choisis ici voilà, texte. Le côté texte, je clique sur texte. Bien sûr, je dois être du côté bottom, côté cuivre. Et donc, carte à microcontrôleur par exemple. Voilà. Je peux même choisir des dimensions. Voilà. Donc je peux aussi par exemple ajouter des polarisations plus ou moins. Je peux ajouter du texte là où je veux. Donc en fonction du besoin. Voilà. Donc une fois le circuit imprimé terminé. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va imprimer sur calque
ce côté-là, le côté cuivre et le côté composant. Donc pour l'imprimer, il faut que l'impression soit faite avec une imprimante laser, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un noir vraiment foncé pour permettre le tirage des circuits imprimés. Donc pour ça, donc je conserve les calques que j'avais choisis au départ, bottom, les pads, les dimensions, voilà, et je clique sur imprimer. Alors là je vais essayer d'imprimer ça sous forme PDF. Donc voilà les choix que je dois faire. Donc voilà le circuit imprimé qui va apparaître ici au milieu. Donc les choix que je dois faire sont importants. Donc black, solid et caption, ça veut dire il va m'imprimer ça en noir, très important. Là aussi je peux choisir portrait ou paysage, centré ou top left, ou ça dépendra où on veut. J'ai choisi centré. Donc et bien sûr le format PDF. Et là c'est l'endroit où on va sauvegarder. Donc là je vais l'appeler, ça c'est le bottom, bottom.pdf, et je vais valider. OK. Maintenant le deuxième calque que je vais imprimer logiquement, c'est les composants uniquement. Mais avant ça, je dois choisir les calques qu'il faut. Donc j'enlève les circuits, tout ce qui est paths. Donc et là qu'est-ce que je conserve? Je conserve les dimensions, la place des composants, l'origine des composants, le nom des composants, la valeur des composants, et je peux ajouter aussi documentation, les références, d'accord, et je valide. Donc ça c'est le deuxième calque que je vais imprimer. Là aussi, voilà, je choisis black solid caption et je vais l'appeler top. Et je valide. Donc voilà. Donc j'ai maintenant deux calques, un pour le côté composant, l'autre pour le côté cuivre. Je reviens au circuit imprimé. Et je m'excuse, au schéma. Et là aussi je vais imprimer ça, ce schéma-là. Là il me donne cette feuille-là. Je vais la choisir. Voilà. La partie paysage pour m'imprimer, parce que j'ai choisi le format paysage, et je sauvegarde ça, je l'appelle schéma. OK. Donc voilà, donc il suffit maintenant d'imprimer le tout. Vu qu'on a un fichier PDF, on peut l'imprimer partout, donc on n'a pas besoin de la présence du logiciel Eagle sur la machine, qui permettra, ou sur le PC, qui permettra d'imprimer les circuits imprimés, les calques que je viens de sauvegarder. Donc je vais les rechercher, donc on va les rechercher ensemble. On les a mis dans mes documents. Au niveau de mes documents, il y a un dossier Eagle. Dans le dossier Eagle, il y a le dossier Project. Et là, c'est mon projet tutoriel. Là, on a mes trois fichiers. Le fichier schéma. Voilà, c'est un fichier PDF qu'on imprime. Deuxième fichier, le côté top, le côté des composants. Voilà. C'est-à-dire mon circuit imprimé, voilà l'air, de quoi il aura l'air du côté composant. Et à la fin, le circuit, le calque. Alors ça va être imprimé sur un calque. Le schéma, pas de problème, on peut l'imprimer sur une feuille, mais les composants sur un calque. Et la même chose pour le bottom, c'est-à-dire la partie circuit imprimé, celle qui permettra de résoudre le circuit imprimé. Voilà. Donc là, bien sûr, quand ça va être réalisé sur le circuit imprimé, ça va pas apparaître inversé comme ça, parce que là c'est comme si on voit le côté de l'autre côté. Et c'est ce calque là, soit on va le réaliser nous-mêmes, comme on a vu avec la procédure des circuits imprimés, c'est-à-dire j'apporte une plaque présensibilisée avec des lampes ultraviolets, avec du perchlorure de fer,
Avec ce calque-là, je réalise mon circuit imprimé. Après, j'effectue le perçage et le soudage. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, donc on a pu maîtriser un peu les rudiments et les bases de cet outil Eagle, qui est pratique et facile à mettre en œuvre.